Alors la musique, on parle de musique aujourd'hui, de musicothérapie aussi. La musique n'est pas seulement une expérience auditive, elle agit aussi directement sur notre cerveau et sur notre corps. Les effets positifs du rythme et de la mélodie sont désormais reconnus par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Réduction de l'anxiété, de la douleur, baisse de la tension artérielle, diminution de certains effets secondaires et même réparation cérébrale chez de grands prématurés. Alors pourquoi l'écoute et la pratique de la musique peuvent-elles être bénéfiques pour notre cerveau? Pourquoi la musique peut favoriser le développement cognitif des bébés et des enfants? Ou encore ralentir le vieillissement cérébral? On en parle aujourd'hui dans votre émission. Le thème du jour, musicothérapie, les accords à l'œuvre. Et bien sûr, vous dites-nous que vous procure l'écoute ou la pratique de la musique. Quelles sont les œuvres musicales qui vous procurent du bien-être? Dites-nous ça par téléphone au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Dr Mouloud Ounouren. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue à vous. Merci. Alors vous êtes neurochirurgien, musicien, pianiste et compositeur et auteur de plusieurs livres sur le sujet justement, dont le dernier, La musique autrement, de la note à la thérapie. Tout à fait. Voilà, donc c'est une de mes passions que je cultive maintenant depuis plus de 30 années puisque j'ai eu à écrire mon premier article sur la musicothérapie en juin 1998. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à creuser la question et à voir pourquoi, quand des personnes écoutent de la musique, ça leur procure une sensibilité, ça leur procure aussi des effets bienfaiteurs. Et donc c'est à travers mes expériences en tant que musicien et en tant que compositeur que j'ai vu que la musique effectivement pouvait nous faire beaucoup de bien à plusieurs niveaux de notre personne. Et on en parle justement aujourd'hui et avec nous sur le plateau aussi Samira Hadjamar, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Ça va? Très très bien. Très contente. Très contente. Très contente de la thématique. De la thématique, tu adores la musique. J'adore la musique, j'ai travaillé sur la musique, énormément de choses sur la musique et aujourd'hui surtout je vais parler d'un... Dans ta rubrique pêle-mêle aujourd'hui, tu nous parles d'un musicien algérien. Pour beaucoup, c'est un géant de la musique algérienne. Il a inventé un style, il est lui atypique dans sa personnalité, dans son parcours et dans la musique qu'il produit. Bien. Qui est utilisé en milieu hospitalier à l'étranger. Voilà, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure dans ta rubrique pêle-mêle. Très bien. Exactement. Alors la musique accompagne notre vie et ça commence dès la naissance, même bien avant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec les berceuses que chantent les mamans dès la petite enfance. Alors est-ce que c'est vrai que les bébés préfèrent la voix chantée de leur maman que la voix parlée? Oui, tout à fait. Les bébés préfèrent bien évidemment la voix chantée parce qu'ils sont acclimatés déjà aux fréquences sonores de leur maman. Il faut savoir que déjà, avant la naissance, en intra-utéro, l'embryon, puisqu'il n'est pas encore bébé, commence à percevoir à partir du 5e, 6e mois des fréquences auditives particulières. C'est les sons basses d'abord qu'il va commencer à percevoir. Parce que l'audition va se faire progressivement par un système de tonotopie. C'est comme un équaliseur. Il y a les sons graves qui vont se mettre en place d'abord, les sons médiums et puis les sons aigus. Alors, à travers justement l'aquarium ou à travers le liquide amniotique, donc il va percevoir le son est transformé en grave automatiquement et donc quand la maman va lui chanter, c'est beaucoup plus le grave qu'il va percevoir. Alors il y a eu des expériences en ce sens-là, donc Feijo a expérimenté les sons graves, il a choisi un morceau, ça peut être un instrument c'est-à-dire basse, il a choisi le basson du morceau Pierre et Loup de Prokofiev, il a mis ça dans le ventre, dans l'abdomen de la femme enceinte et il a remarqué que le bébé avait tendance à se calmer. Et mieux encore, à la naissance, il y a un conditionnement et quand on redonnait ce morceau, le bébé va se calmer. Voilà. Est-ce qu'on pourrait faire écouter de la musique directement sur le ventre quand une femme est enceinte ou est-ce que c'est déconseillé? Non, il faut choisir il faut choisir des musiques, comme je vous dis, pour qu'il n'y ait pas de désagrément par rapport au bébé, à tonalité beaucoup plus grave, c'est tout, mais il ne faut pas bien sûr mettre du n'importe quoi. Du métal. Oui, voilà, il ne faut pas... On peut mettre du rock. Il faut le mettre après, à la naissance, ça. Et justement, après la naissance, le bébé, enfin, quand il va être nourrisson, en fin de nourrisson, ils aiment bien tapoter, ils aiment bien des jeux rythmiques, les jeux de casserole. Donc, après la voix in utero par une
une rééducation, si vous voulez, par une écoute des sons graves. On a remarqué que les bébés, enfin les nourrissons de 2 ans à 4 ans, ils aiment bien tapoter. Là, on rentre dans le rythme, et le rythme, il est essentiel, voire vital. On va voir tout à l'heure pourquoi le rythme est utile et très important dans notre vie au quotidien. Parce que notre organisme, c'est quoi? C'est une horloge. C'est une horloge avec des rythmes biologiques. Hein. Et un des effets, justement, de la musique, c'est le rétablissement et la facilitation de ces rythmes biologiques. D'accord. Donc, c'est pour ça que le rythme est très important. On va voir dans quelle pathologie on peut rééduquer certains patients rien que par des exercices rythmiques. Voilà. Très bien. Est-ce que la musique agit comme un neurostimulateur sur le cerveau du bébé? Oui, bien sûr, bien sûr. Là, vous me tendez la perche pour parler de neuroplasticité, parce qu'on parlera souvent de ça. Maintenant, depuis une vingtaine d'années, depuis l'avènement de l'imagerie fonctionnelle, l'IRM fonctionnel, pas l'IRM statique, on peut voir à temps réel comment le cerveau se modifie en écoutant de la musique. Bon, ça peut être une fonction cognitive. Bon, au départ, on utilise l'IRM fonctionnel quand on a un patient qu'on veut opérer, et on va ouvrir le cerveau, on va faire bouger sa main droite. Il y a la région qui commande la main droite qui va clignoter, et puis on va voir les délimitations de la chirurgie que nous allons procéder pour ne pas toucher les grandes zones fonctionnelles de la parole. Et on utilise cette technique pour la musique, justement. Et on a remarqué, quand on joue, par exemple, un instrument de musique, on va voir quelles sont toutes les facultés qui sont employées. Et bien, la musique, c'est une habilité cognitive qui utilise aussi bien l'audition, la mémoire, la sensibilité. Elle utilise aussi les fonctions exécutives de planification, etc. Donc, c'est une des rares activités, la pratique de la musique, qui permet de faire allumer le cerveau dans toute sa totalité. Et donc, quand on va habituer quelqu'un soit à l'écoute à une pratique, il va y avoir ce qu'on appelle une densification des réseaux neuronaux, c'est-à-dire qu'il va y avoir ce qu'on appelle des synapses ou des neurones qui vont se mettre en place, de l'électricité qui va se faire. Et donc, pour des musiciens, par exemple, professionnels, il va y avoir des densifications des réseaux de la motricité, de l'audition, avec tous les bénéfices intéressants qui vont en résulter. Donc, c'est un des effets de l'écoute de la musique. Donc, faire écouter de la musique à un enfant à très jeune âge, ça a un effet sur les acquisitions en général, la parole et ce genre de choses. Donc, un enfant qui écoute de la musique dès sa petite enfance parlera plus tôt, par exemple. Alors, il y a deux axes qu'on peut développer sur cette question. Alors, il faut savoir que la chanson et la musique, la parole et le son partagent au niveau du cerveau presque les mêmes zones dans le traitement. Quand on parle, on met en évidence la zone de Broca, c'est la zone responsable de l'articulation des mots. Et quand on écoute, la compréhension, c'est la zone de Wernicke. Des expériences récentes ont montré que ces zones-là étaient activées quand on écoute de la musique. Alors, qu'est-ce qui va en résulter? Il va en résulter que quand on fait de la musique, on va densifier ces régions. Et des expériences récentes ont montré que les enfants qui pratiquent de la musique durant un certain temps vont avoir des bénéfices intéressants. Le premier des bénéfices, ils vont avoir un très bon traitement phonologique et phonétique des mots. C'est-à-dire qu'il va y avoir un assemblage des mots beaucoup plus intéressant chez eux que chez les autres. Alors, il va y avoir aussi une détection des fréquences de son plus importante, c'est-à-dire il va y avoir les sons seront mieux perçus, les paroles seront mieux perçues dans un flot de bruit, parce que la zone de l'audition sera, par phénomène de neuroplasticité, plus développée que ceux qui ne font pas de la musique. Et bien sûr, il va y avoir une mémoire verbale, une mémoire sémantique, parce que la zone responsable de ça sera aussi densifiée. Donc c'est un des bénéfices très intéressants d'une pratique musicale sur les problèmes de langage. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'oreille absolue? Non, ça c'est autre chose. Ça c'est inné. Alors, il y a l'oreille absolue, l'oreille relative. Une oreille absolue, c'est quoi? C'est une capacité qu'a une personne de détecter la note sans une fréquence préalable. C'est-à-dire, c'est les grands génies qui ont ça. C'est-à-dire, vous allez lui jouer des notes comme ça, il va vous dire ça c'est un do, ça c'est un la, c'est un truc. Il a la fréquence dans la tête sans qu'il y ait un repérage préalable. Alors, ça, c'est vraiment les grands génies, comme Mozart par exemple. Il y a certains autistes aussi, et Asperger, qui ont cette faculté d'avoir l'oreille absolue. D'accord. Voilà. Est-ce que la pratique de la musique a
a des facilités, enfin, les enfants qui pratiquent de la musique ont plus de facilité aux apprentissages justement à l'école, pour les mathématiques, pour... Parce qu'ils sont plus intelligents. L'intelligence, on y reviendra. On y reviendra. Est-ce que la musique rend intelligence ou pas? Oui, au fait, comme je vous l'ai dit, quand nous pratiquons de la musique dès le jeune âge, hein, c'est-à-dire quand il faut préférer la pratique qu'à une écoute passive, hein, parce que quand on pratique, on utilise, alors on développe plusieurs habiletés, bien évidemment. Alors la sensibilité est développée, l'audition, la motricité, mais aussi les circuits neuronaux entre les deux hémisphères cérébraux. Et bien évidemment, par exemple, il y a certaines zones dans le cerveau, comme le lobe pariétal, qui est impliqué dans les calculs, dans l'arithmétique. On a remarqué que ceux qui en font beaucoup plus, ils ont plus de facilité dans les calculs, par exemple. Hein. Ils ont plus facilité dans les calculs, dans les langues étrangères. Il y a des études qui ont dit que ceux qui font de la musique, ils ont une facilité pour l'apprentissage de langues étrangères beaucoup plus facilement. D'accord. À cause justement de ces habilités qui seront développées beaucoup plus qu'une population normale. Voilà. Alors aujourd'hui, on parle des bienfaits de la musique. Donc n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran si vous avez un morceau qui vous fait du bien ou qui vous fait ressentir certaines choses. Si vous pratiquez de la musique ou si vous écoutez de la musique, vous ressentez un changement quand vous le faites. Donc n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et on revient à l'intelligence justement. Est-ce qu'un musicien ou une personne qui écoute beaucoup de musique ou qui pratique beaucoup est plus intelligente que la norme? Ou pas? Oui, c'est une question intéressante. Ça vaut la peine de la curiosité. Merci de la poser. Moi-même, je me la suis posée plusieurs fois. Au fait, il y a une étude pilote par rapport à ça, une étude intéressante. C'est l'étude de Schellenberg qui a été faite à l'université McGill au Canada. Donc, elle a regroupé 144 enfants. 144 enfants qui ont pratiqué au conservatoire de Toronto une activité musicale durant un certain temps. Et puis, il faut bien évaluer cette intelligence. On évalue l'intelligence par le calcul du quotient intellectuel. Alors, donc, ils font un quotient intellectuel avant ces exercices musicaux et bien évidemment après. Il faut scinder en deux groupes, ceux qui font de la musique et ceux qui ont des apprentissages scolaires ordinaires. Alors, après une année, ils ont remarqué que ceux qui ont fait régulièrement de la musique, qui ont pratiqué régulièrement de la musique, ils ont un quotient intellectuel de plus de 7 points. Il faut savoir que le quotient intellectuel d'un enfant à 6 ans, il est en moyenne de 100. Alors, un surdoué, il est à 130. Oui. Voilà. C'est clair que la conclusion, c'est que la musique, la pratique de la musique, ça donne un tonus au quotient intellectuel, mais ça ne fait pas des surdoués. Mais par contre, on va le voir après, si il y a beaucoup plus de pertinence dans la pratique de la musique, si la musique qu'on pratique va encore mobiliser davantage de régions dans notre cerveau, va donner plus d'émotions, va libérer beaucoup plus de dopamine, on va en parler, qui est donc le neurotransmetteur du plaisir, peut-être que le quotient peut s'élever jusqu'à 120, 130. Donc après, il faut choisir peut-être, ça n'a pas encore été fait, des exercices musicaux plus agréables, qui font beaucoup plus de bien aux enfants pour pouvoir remonter ce quotient intellectuel. Et le groupe, par contre, ceux qui ne font pas de la musique, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas booster leur quotient intellectuel. Le groupe qui a des apprentissages scolaires, il gagne 4 points. Parce que, au fait, la neuroplasticité, c'est ça, c'est la capacité du cerveau à se remodeler aux divers apprentissages et aux expériences de notre vie. Donc, quand on apprend, quand on voit la télé, quand on lit, on développe aussi notre intelligence et notre quotient intellectuel. Exactement. Oui, parce que nous, tous comme on a tous appris à faire de la flûte à l'école. Oui. On a toujours eu la matière. J'ai pas de flûte. Pour nous, c'est la flûte. Voilà, donc il y avait le cours de musique, mais le cours de musique, pour ma part, c'était la flûte. C'est une activité intéressante, mais après, bien sûr, il faut, quand vous rentrez dans un protocole, c'est pas faire la flûte 1 heure par semaine pendant un mois. C'est 1 heure par semaine, je crois. Voilà, mais c'est-à-dire qu'il y a un timing, il ne faut pas faire comme ça juste pour le plaisir. Il faut d'abord que vous aimiez bien la flûte dès le départ, que vous soyez prédisposé à faire de la flûte, parce que c'est très important quand on est engagé dans la pratique d'un instrument de musique, qu'on aime cet instrument. Ce n'est pas le choix de l'élève, c'est le choix Non, mais je vous parle de votre expérience, hein, d'accord. Non, moi j'en ai pas fait. J'en ai fait à l'école. Ah oui, à l'école, oui. C'est intéressant, effectivement, ça peut booster, mais
on cherche à augmenter davantage le quotient intellectuel. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pratiquer plus souvent, avec vraiment une ambiance très agréable. C'est-à-dire, il faut se déstresser, il ne faut pas du tout laisser de la place au cortisol, à l'adrénaline, tout ce qui est, d'accord, parce que si ça devient une contrainte, il n'y aura aucun bénéfice. Donc si on veut justement que notre enfant apprenne à jouer d'un instrument, on va le laisser lui s'orienter vers l'instrument qui lui parle le plus. Tout à fait. Bon, parmi les éléments de choix qu'on doit proposer à un enfant, en priorité, ça serait bien que l'enfant choisisse lui-même son instrument. C'est comment on procède, soit on le prend dans un magasin d'instruments de musique, soit on le prend dans un concert où il y a des instruments de musique de préférence acoustique. Hein, s'il y a guitare, voilà, violon, la guitare, violon, piano. batterie, piano, etc. Et puis peut-être qu'il va y avoir le déclic et c'est lui donc qui va vous proposer spontanément ça. Bien évidemment, il y a certains enfants, quand ils sont trop jeunes, les doigts trop courts pour la guitare, c'est pas évident. Pour la flûte, il faut avoir toutes ses dents à partir de 6 ans fort, sinon il va y avoir des problèmes. Donc il y a ces petits paramètres-là qu'il faut tenir compte pour le choix d'un instrument de musique. Mais je pense qu'il faut respecter le choix déjà de l'enfant. Il faut pas donner... il ne faut pas forcer l'enfant à faire un instrument parce que le papa il aime bien Mozart ou Beethoven, il aime bien le piano, tu dois faire automatiquement le piano. Ça fait bien en plus de jouer d'un instrument. Oui, mais c'est pour notre santé surtout. Hein. Moi, je passe le cadre esthétique à ce stade-là. C'est vraiment pour le cadre bienfaiteur et pour les bénéfices secondaires dont on vient de parler. Alors, le cerveau du musicien se construit au fil du temps et des apprentissages, ou bien existe-t-il des prédispositions génétiques? Est-ce qu'on peut naître prédisposé déjà à jouer d'un instrument, à avoir l'oreille et tout ça? Oui, effectivement, on peut naître prédisposé et on peut développer ça aussi par une pratique régulière. Vous savez, les musiciens besogneux ou les musiciens professionnels, hein, leur cerveau a été comparé avec des musiciens qui ne sont pas professionnels. On a trouvé qu'il y avait des habilités beaucoup plus importantes chez les musiciens qui pratiquent que d'autres. Quand je dis musicien professionnel, en général, ça a été calculé, c'est 1000 heures par année de pratique, c'est 4 à 5 heures par jour. D'accord. Ouais, c'est ça un musicien professionnel. Oui. Et c'est à travers ça qu'on peut voir, si vous voulez, les modifications pour les adultes en IRM fonctionnel du cerveau d'un musicien. Et donc, à ce stade-là, vous allez trouver des régions de l'audition beaucoup plus importantes, le cortex frontal plus important, vous allez trouver aussi la région qui est impliquée dans la mémoire. Quand je vous ai dit que quand on fait de la musique, on fait intervenir la mémoire, les fonctions exécutives, etc., on va intervenir l'hippocampe, qui est le palais de la mémoire, qui s'atrophie dans le cadre de la maladie de Parkinson. Et donc, chez les musiciens, on a remarqué que ceux qui ont pratiqué, qui pratiquent, ils ont moins de risques scientifiquement de développer des maladies neurodégénératives à leur tête, la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'on sait reconnaître un enfant, enfin un musicien quand il est enfant? Pendant qu'il est enfant, est-ce qu'on sait reconnaître? Oui, mais bien sûr. Vous allez trouver un enfant précocement qui va prendre une casserole, qui va prendre ses cuillères, qui va jouer, mais d'une façon régulière, synchrone et rythmée. Oui, rythmée et synchrone. En général, les enfants, c'est vraiment des jeux syncopés. Ils frappent tous sur les casseroles. Oui, mais quand vous écoutez un rythme bien construit, bien régulier, avec des demi-temps, des temps, des noirs pointés, des gauches pointées, vous allez savoir déjà, ou bien quand ils chantent. Quand un enfant il chante, vous allez voir qu'il chante juste, il ne détonne pas. Sachant que les garçons, par exemple, changent de voix, ils muent à l'adolescence. Non, mais ça c'est autre chose. Je ne vous parle pas du timbre, je vous parle de la correction, je vous parle de la justesse. La justesse, voilà. Quand vous avez un enfant qui chante juste, qui ne détonne pas, c'est un des signes qu'il est fait pour la musique. Oui. Cheikh Ferghani Tahar, à 5 octaves, ça compte ça? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une autre habilité. C'est beaucoup plus technique. Hein. Vous pouvez avoir 3 octaves et les maîtriser. C'est exceptionnel d'avoir. Oui, bien sûr. Ça, c'est une tessiture vocale extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais pour les enfants, s'ils démarrent avec 2-3 octaves et qu'ils chantent juste, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Alors, vous avez baigné depuis votre très jeune enfance dans la musique. Vous avez commencé à l'âge de 7 ans. Vous avez intégré plusieurs groupes, fait des albums. Vous avez aussi représenté l'Algérie dans des concours internationaux. Vous avez gagné aussi. Alors, est-ce que c'était la suite logique? C'est ce qui vous a amené à faire ces études, à vous pencher justement sur les
bienfaits de la musique? Ouais. Au fait, effectivement, j'ai commencé à l'âge de 7 ans à faire de la musique. J'ai fait quand même 15 ans de solfège à la Maison de la Culture de Tizi Ouzou et j'ai été précocement introduit dans des groupes de musique. À 16 ans, j'avais déjà mon groupe. Je jouais à 17-18 ans avec Melika Domlan. Déjà, je faisais de la scène. Et d'ailleurs, une très belle anecdote, pendant que je préparais mon bac, elle avait un concert à Béjaïa et puis elle m'a dit il faut que tu viennes jouer. J'étais saturé, mais je voulais vraiment avoir une très bonne mention au bac. J'ai travaillé beaucoup, c'était la veille de la composition de sciences. À la bibliothèque, j'étais saturé. J'ai pris mon bouquin, je l'ai fermé, j'ai été faire le concert, je suis revenu et le lendemain j'ai fait une composition, j'ai eu une excellente note. Ça vous a aidé la musique? Ça m'a aidé énormément. Donc ça, c'est un des premiers questionnements. Pourquoi le fait de faire de la musique? Pourquoi le fait de changer? Au fait, il faut pas être dans la monotonie, au fait. Pourquoi il ne faut pas faire que les études? C'est bien de faire les études, bien sûr, il faut absolument les faire. Mais il faut qu'il y ait quelque chose en parallèle, un petit peu. Il faut aérer ces circonvolutions dans le cerveau pour pouvoir mieux rebondir dans ces études. Et donc, parmi les questionnements, c'était ça. Pourquoi quand j'écoute de la musique, je suis détendu? Pourquoi quand je fais du piano, je me sens bien et tout ça? Donc, au fur et à mesure, je commençais à chercher à trouver des réponses à ces questions. Et justement, pourquoi la musique exerce-t-elle sur nous un tel impact émotionnel et des musiques qu'on écoute, et puis soit ça nous donne la chair de poule, soit ça nous fait pleurer. Et il y a même des chansons tristes quand on n'est pas bien. On les écoute, ça nous remonte le moral. Alors qu'on se dirait, oui, une chanson triste alors que tu es triste, ça va encore baisser le moral. Au contraire. Oui. La musique et la chanson, c'est un langage, qu'on le veuille ou pas. Donc, quand on a cette capacité à décoder ce langage-là, on est bien, on est heureux parce que ça peut nous accompagner. La musique, elle peut être comme une personne empathique. Vous avez parlé de musique qui peuvent nous rendre tristes. Quand on écoute aussi de la musique triste, on partage notre tristesse avec cette musique. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'effet cathartique ou exutoire de la musique. Il y a des musiques qui peuvent nous libérer par des moments d'angoisse, par des crises de larmes, etc. Et puis, donc, ces musiques-là vont nous faire ce qu'on appelle un effet cathartique. C'est une catharsis au sens de soulagement, comme l'a décrit d'ailleurs Aristote dans son livre 4, chapitre 7. Il dit certaines personnes, quand ils écoutent des mélodies, ils élèvent leur âme jusqu'à l'extase. Et puis, ils redescendent comme s'ils avaient subi un traitement purgatif. Voilà. Ça, c'est intéressant comme concept. Hein. Vous l'avez utilisé, la musique, puisque vous êtes neurochirurgien, vous l'avez utilisé à l'hôpital ou, Quand j'opère, j'utilise de la musique, ça me détend, ça me rend moins nerveux parce qu'on travaille sur des ondes très sensibles. Je me sens beaucoup mieux. Et le patient? Le patient, il est sous anesthésie, il ressent Donc, rien du tout. Mais ils entendent ou pas? Vous avez jamais une séance Ah non, mais ça, je ne l'ai pas fait au cabinet. Les séances de musicothérapie, je les ai faites dans une association. Bien sûr, il y a eu des résultats, mais pas au cabinet ni en bloc opératoire. Et justement, en parlant de musique qui permet une bonne détente, je vous avais posé la question et je vous avais demandé un morceau ou plusieurs morceaux qui détendent et vous nous avez proposé les canons de Pachelbel. Oui, le canon de Pachelbel, c'est un morceau que j'utilise souvent dans mes conférences. Oui. D'abord, un canon, c'est quoi? C'est un style de musique où il y a des musiques qui se superposent avec un décalage contrôlé. Mais c'est des musiques lentes. Un canon, donc, c'est une musique qui est lente, avec un tempo large, à 2/2 pour les mélomanes. Et donc, le canon de Pachelbel, il est très intéressant parce ça nous permet de respirer. Il est utilisé pour mieux respirer. Pourquoi la respiration est importante? On est dans un monde très speed où vraiment on se presse à venir au travail. On ne prend pas le temps de se détendre, de se poser. Et souvent essoufflé. Et voilà, essoufflé. Donc, le canon de Pachelbel, quand on l'écoute, il permet une bonne respiration, une bonne détente diaphragmatique. Ça marche sur tout le monde? Pour peu que vous ayez une sensibilité à la musique classique. Nous parlerons tout à l'heure du choix de certaines musiques, des playlists de certaines musiques. Alors, le canon de Pachelbel, pourquoi je l'utilise? Parce que c'est un tempo très lent. Et pourquoi il est bénéfique pour la respiration? Parce que quand on inspire profondément et on expire, le diaphragme, qui est le muscle respiratoire, il est connecté à un nerf qu'on appelle le pneumogastrique et qui appartient au système parasympathique. Et ça donne une fréquence cardiaque qui diminue, tension artérielle qui diminue, il y a libération des endorphines et on est détendu. Et c'est très bien pour apprendre parce que ça augmente les capacités de mémoire et de concentration. Et on va l'écouter dans un petit moment et on va se détendre, n'est-ce pas? Je me demande, moi, pourquoi ils ne mettent pas de la musique partout dans la rue, tout le monde. On va écouter, on va se détendre d'abord.
Avant, ils mettaient du Klederman dans les ascenseurs. Oui, mais ça bon, c'est maintenant, autre chose. Hein. Ça c'est autre chose. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Pour la peur, peut-être, parce qu'il y a des gens qui ont peur. Non, mais ça c'est autre chose. Ça, voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? Respirer. Respirer, inspirer profondément, expirer profondément pendant 2-3 minutes. Vous allez voir, vous allez vous détendre. Essayez d'avoir le temps fort en tête et le temps faible. 1, 2, 3, 4. Donc essayez de suivre en respirant profondément. Au risque de s'endormir. Non. Juste se détendre. Rien, docteur. Il faut se concentrer. Et justement, là sur le plateau, on ne va pas pouvoir se concentrer comme il faut, comme à la maison. Voilà. On est nombreux. Est-ce on a que l'impression plutôt du on n'a direct. pas un penchant pour l'une ou l'autre de tonalité? Par exemple, je ne sais pas, les Algériens aiment bien le raï, aiment bien la musique bedoui, aiment bien le shabi. Les Autrichiens, c'est la musique classique. Je ne sais pas. Écoutez, l'émotion musicale, elle dépend de beaucoup de facteurs. Il y a une identité voilà, et la mémoire imprise. Elle dépend du vécu, elle dépend des imprégnations culturelles. Voilà, c'est ça. Elle dépend de notre degré de sensibilité à ces musiques-là. Donc effectivement, si vous n'êtes pas habitué à ce type de musique, ça ne sert à rien de choisir cette musique. J'ai donné cette musique parce qu'elle a été expérimentée, parce qu'elle fait partie d'un protocole et que ça a donné ses résultats. Mais quand vous recevez quelqu'un et que vous lui suggérez des musiques, c'est à lui de vous dire quelles sont les musiques qui vont le faire frémir, qui vont lui faire la chair de poule. Rien n'empêche la découverte dans tous les cas. Mais bien sûr, non, mais c'est ça, une oreille entraînée, c'est une oreille qui écoute beaucoup de musique. Qui nous l'apprend, qui nous fait découvrir la chose. Et quand est-ce qu'on la découvre? Le contexte où on découvre cette musique, ça a un rôle aussi, ça joue sur dans quelles conditions on a découvert cette musique. Oui, tout à fait. Alors là, oui, je vais vous raconter une anecdote qui est très importante que j'ai lue il y a quelques mois. Je lisais dans un journal qui s'appelle Le Télégraphe, qui avait un patient de 60 ans qui était dans le coma parce qu'il avait une anémie sévère. Donc pendant 10 semaines, il n'arrivait pas à se réveiller. Et il se trouve que ce patient adorait, c'est pas de la musique classique, il adorait du rock. Oui. Il adorait les Rolling Stones, il adorait on a lu la même chose. Satisfaction. Alors, pendant 10 semaines, dans le coma, il n'est pas réveillé. Et puis, quand il avait acheté les Rolling Stones, quand il était jeune, il était tout excité, il adorait ça, il écoutait ça 3 fois par jour, mais vraiment, ça l'habitait comme musique. Bien. Alors, sa femme a eu la géniale idée de mettre ce morceau dans le casque pendant qu'il était dans le coma. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, il se réveille. C'est rapporté dans la presse. Il se réveille. Donc c'est pour vous dire que même quand on est dans un état végétatif, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais la musique peut mobiliser les fonctions mentales d'un individu et elle peut effectivement être d'un très très bon... c'est un impact sur le conscient. Voilà. C'est pour ça que je suggère toujours en fin de mes conférences d'avoir une playlist. Une playlist, et il faut choisir sa playlist avec des paramètres très simples. Quand on écoute une musique, on a la chair de poule, il faut la mettre dans la playlist. Quand on a une musique, on est triste, on l'écoute, ça partage avec nous, on la met dans la playlist. On ne sait jamais demain, on va l'utiliser pour autre chose. En plus, il faut se baser sur des musiques anciennes de l'enfance parce qu'elles résistent au temps. Il y a une robustesse. Par exemple. Aussi, oui. Berceuses. Justement, les berceuses, tout à l'heure, on a omis de dire, vous avez parlé des berceuses. Effectivement, les bébés, quand ils naissent, il y a une étude qui a été faite dans ce sens-là. Il faut encourager très tôt à l'écoute de berceuses et de comptines. Oui. Parce que... Chanté par la maman, bien sûr. Chanté par la maman. Ou le papa. Ou le papa aussi. C'est la maman qui parle beaucoup plus, qui est plus en présence, en intra-utéro avec le bébé, parce qu'on est à la naissance là. Voilà.
Il est plus habitué à la voix de la maman. Voilà, il est déjà habitué, il est acclimaté à la voix de la maman. Et donc, il y a cette étude-là qui a dit... On y revient dans un petit moment. On a un appel. Oui. Qui est-ce qu'on a déjà? Rappelez-moi le nom. Pardon. Lamia, voilà. Nous avons Lamia qui nous appelle d'Alger. Bonjour Lamia. Oui, bonjour. Ça va? Vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Alhamdulillah. Alors, donc le voilà, thème du moi jour je vous voulais, oui, c'est le thème qui me parle parce que je voulais apporter mon témoignage. D'accord. Je ne sais pas si c'est de la thérapie pour moi ou pas, mais en tout cas, moi j'aime bien la musique au volant. Comment? Vous Donc aimez bien? j'aime bien la musique au volant, ça La veut dire musique tout au en volant. conduisant. D'accord. Et vous mettez quel genre de musique au volant? Est-ce que c'est Une musique plutôt piano. Je pourrais aussi écouter plutôt on va dire une musique qui va me mettre à l'aise. Donc écouter du violon par exemple, ça me fait beaucoup de bien. Mais je préfère écouter cette musique quand je suis en train de conduire et prendre la route. Une route, hein, ça veut dire prendre vraiment la route. Et est-ce que vous écoutez de la musique à la maison? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous le faites avec vos proches, vos enfants, si vous en avez? Oui, j'écoute vraiment beaucoup de musique. J'écoute beaucoup de styles en plus. D'accord. Mais le violon particulièrement et le piano me font vraiment du bien. Mais avec la condition d'être en route. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la thérapie, mais ça me plaît vraiment. Ça vous détend parce qu'en route, souvent, soit on est pressé, soit il faut conduire pour soi et pour les autres. Non. En route, ça veut dire prendre la route. Je veux dire pour un chemin, on va dire un peu étalé. Oui, voilà, un peu long, faire un petit voyage. Pour un road trip. Oui, voilà, ça veut dire accompagner ma musique avec quand même un paysage. Ça me fait vraiment beaucoup de bien et ça me permet de me sentir à l'aise, de me sentir détendue en fait. D'accord, très bien. Vous vous sentez moins seule? Oui, c'est ça. Exactement. Ça m'accompagne, on va dire. Merci Lamia, merci pour votre appel et votre témoignage. Merci pour le thème, merci. Au revoir. Au revoir. Ben oui, on se sent moins seul. Tout à fait, vous avez apporté la bonne réponse. Hein. La musique, elle a ce pouvoir de langage qui peut être empathique aussi. Hein. C'est-à-dire que quand on écoute une musique et qu'on est seul, ou là, quand on est dans la circulation et qu'on est stressé, on risque de faire des bêtises, ça nous freine. C'est un frein un petit peu pour moduler et modérer un petit peu notre Ça dépend de la musique qu'on écoute. Parce que si on met une musique qui va très vite, on risque de faire de la vitesse. Oui. Est-ce que ça n'a pas une influence? Tout à fait, si? tout à fait, oui, parce qu'elle va nous parler. La musique va nous parler, on va avoir le pied facile pour l'accélérateur. Effectivement, il faut vraiment être conscient de ça. Très bien. Voilà. Alors, on revient aussi sur les berceuses, la maman et le bébé. Oui, bien sûr. Je vous disais que quand le bébé naissait, il y a des études qui ont dit que plus on chantait, que ce soit des berceuses ou des cantines, plus le bébé parlera plus tôt. Parce qu'au fait, quand le bébé est né, il est précablé. C'est-à-dire il a des fibres nerveuses, il a des régions dans le cerveau qui peuvent lui délimiter les mots, qui peuvent lui délimiter le rythme. Il a tout ça qui est déjà, il est prédisposé déjà à ça. Et donc, quand on va lui chanter, quand on va lui parler, il a cette rythmicité dans le cerveau. Et donc, les études de Suzanne Kubik ont montré qu'il va parler plus tôt. Voilà. Donc il faut chanter à son bébé des berceuses, des chansons. C'est bien pour la parole. Voilà, c'est ce qu'on disait. Donc, si vous voulez nous appeler, témoigner, tout simplement comme l'a fait Lamia à l'instant, ou nous parler de votre pratique, si vous pratiquez de la musique ou si vous chantez, si ça vous fait du bien. Donc n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et moi aussi, aujourd'hui, j'ai un morceau à vous faire écouter, un morceau qui, la première fois où je l'ai écouté, ça m'a fait dresser les poils, ça m'a donné la chair de poule et ça m'a beaucoup parlé. Je ne sais pas si c'est prêt en régie, c'est le morceau de Zaki Halal. Et il est médecin aussi, il est pianiste. Et on va écouter ça tout de suite. Et il s'appelle comment le morceau? Zaki Halal, Dancing Star. Dancing Star. Voilà. La danse des stars. Des étoiles. Ah, des étoiles. Ah oui. Ça peut être aussi. C'est pareil. Voilà.
Ah, c'était le meilleur moment. Vous avez coupé au meilleur moment, c'est dommage, mais c'est pas grave. Alors, vous avez eu aussi la chair de poule. Oui, Voilà. tout à fait. C'est une musique qui parle énormément. Pourquoi? D'abord parce que ça commence par des arpèges en grave, le son grave toujours, donc ça nous rappelle quelque chose de bien. Et puis, les arpèges, quand on les joue lentement, et quand les arpèges sont montés sur des tonalités qui ne sont pas étrangères à notre paysage audio-musical, c'est-à-dire c'est des tonalités classiques, habituelles qu'on écoute partout. Alors ça démarre par la main gauche avec un arpège, et puis il y a un solo à la main droite, le tout dans un mouvement lent. C'est-à-dire qu'on prend le temps d'apprécier la musique, on prend le temps d'apprécier la Et puis tonalité. ça accélère si vous l'entendez là. Oui, mais ça commence progressivement. Voilà. Après, ça nous emmène, voilà. ça nous emporte. Mais vous ne lui demandez pas à quel moment elle l'a écouté. C'est peut-être le moment où elle l'a écouté qui était plein d'émotions. Non, mais elle a maintenant Covid. la chair de poule, donc ça c'est resté gravé dans sa tête. Effectivement, ça peut lui rappeler un bon souvenir, ça peut lui rappeler une expérience esthétique, mais personnellement, ça ne me rappelle rien, mais ça me fait du bien. D'accord. Donc il y a déjà l'harmonie de la musique elle-même. Je suis acclimaté, habitué à ce type de musique, et donc ça me parle. Ça me parle. C'est pour ça que je vous dis que le degré de l'émotion dépend du vécu, dépend des traditions d'écoute, des habitudes d'écoute et de la façon de décoder la musique. Maintenant, puisque vous avez parlé, pour vous, ça ne me fait rien du tout, il y a des personnes, c'est important d'en parler, il y a des personnes qu'on appelle amusiques, privatif. Mais ça peut être aussi une histoire de goût, c'est parce que vous n'appréciez pas, que ça rentre pas. Vous appréciez, mais pas au stade où ça provoque le réflexe pilocarpien, c'est-à-dire le frisson musical. Alors il y a certaines personnes qui sont à musique, qui ont un trouble de perception et d'analyse du rythme, de la mélodie ou de l'harmonie. Ça touche 5% de la population. Ils sont à musique, c'est-à-dire que pour eux, la musique, ce n'est pas une expérience intéressante. Ils entendent un peu mieux quand il y a dans notre entourage, vous avez des gens qui vous disent, moi, la musique, ça ne me fait rien du tout. Il y a ces gens-là, peut-être, qui sont à musique. Et ça toucherait à peu près 5% de la population. Ça peut survenir soit d'une façon génétique, ils naissent comme ça, après un accident, traumatisme crânien qui va toucher la zone du cerveau, la région temporale du cerveau qui est faite pour décoder la musique, ou bien ça peut être après un AVC. Il y a des gens, et on a une collègue qui, par exemple, ne peut pas écouter de musique. Elle a une maladie, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça peut être la musique, parce que... La musique, enfin, c'est une maladie. C'est une anomalie, on va dire. On va dire que c'est une anomalie. Parce que ces personnes-là, quand vous lui donnez de la musique, il vous dit que je n'ai pas ça ne fait rien du tout. Alors, il ne faut pas confondre entre... Alors, il faut nuancer. Il ne faut pas confondre entre la musique et un anédonique à la musique. Alors, un anédonique, c'est celui qui n'a pas de plaisir à écouter de la musique. Alors ça, les anédoniques, on les voit souvent chez les personnes qui ont de grandes dépressions, de grandes anxiétés, et la zone du cerveau qui décharge, qu'on appelle, elle a été découverte récemment, il y a une zone au niveau de lobe temporal qu'on appelle le noyau accumbens. Quand on fait l'IRM fonctionnel, on va trouver qu'il y a une diminution de perfusion. Le sang n'arrive pas parce que la personne, elle est vraiment dépressive, mais dépression profonde, et elle n'a pas de plaisir à la musique. Donc, il y a l'anédonie à la musique, il y a la musique. Et la musique, pour l'anecdote, on cite souvent l'exemple de Che Guevara qui avait une amusie au rythme. Il aimait la musique, mais il confondait le foxtrot et le mambo. Et donc, quand il invitait une femme à danser, il faut que son ami qui est loin de lui batte la mesure pour faire le pas, pour suivre le pas. Voilà, donc la musique, c'est important de mettre ça dans un coin de sa tête, dire que certaines personnes peuvent avoir ça. Il ne faut pas forcer quelqu'un particulièrement à faire ou à écouter de la musique. Et aussi la musicothérapie est utile, et aussi pour les maladies Alzheimer, Parkinson. Comment ça fonctionne, comment ça marche, comment un morceau de musique peut affecter ou plutôt peut être utilisé justement en musicothérapie quand on a une personne atteinte d'Alzheimer ou de Parkinson. Très bien. Alors, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la musique, c'est un langage. La musique, elle a une robustesse neuronale.
Et dans la maladie d'Alzheimer, par exemple, la maladie d'Alzheimer, pour rappeler aux téléspectateurs, donc c'est une maladie neurodégénérative qui touche principalement la mémoire. Il peut y avoir aussi les fonctions cognitives qui vont être atteintes. À un stade avancé, c'est la dépression, etc. Dans la maladie d'Alzheimer, la majorité des études disent que les capacités d'apprentissage peuvent persister. Vous pouvez avoir des Alzheimer à un stade avancé et ils peuvent apprendre la musique. Je le redis parce que la musique, elle a une robustesse neuronale. Ce n'est pas une seule région dans le cerveau qui est touchée, qui est impliquée quand on fait de la musique, mais pratiquement tout le cerveau s'allume quand on fait de la musique. Donc il y a une robustesse neuronale. Très bien. Ce qu'on écoute, c'est justement, c'est un ashwir que vous avez composé. Oui. Idurar, c'est ça? C'est Idurar, les montagnes, effectivement, que j'ai fait ça avec mon groupe Massins. On l'a enregistré et je l'utilise pour des personnes qui ont une sensibilité à ce type de musique. Parce qu'au fait, les deux conditions qu'il faut utiliser quand on propose une musique ou un chant dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, il faut qu'il y ait une musique autobiographique. Parce que la mémoire ancienne de l'enfance, elle tient beaucoup plus que la mémoire actuelle. Donc, on va chercher dans l'enfance, est-ce qu'il y a une berceuse, est-ce qu'il y a un chant qui lui rappelle de très très bons souvenirs qu'il faut mettre dans la playlist. La deuxième condition, c'est une répétition du stimulus, c'est-à-dire il faut choisir le moment où le patient alzheimerien est disposé à écouter ça. Donc après ça, on va voir que certaines musiques vont le faire sourire, le marche mortuaire va disparaître et donc quand il va sourire, on a gagné parce que le dialogue est entamé, c'est-à-dire qu'il y a une réceptivité. D'accord. Alors, cette musique est nostalgique, docteur. Oui, voilà. Ça rappelle le passé. Oui, elle est nostalgique. C'est pour ça. Et donc, pour ceux qui ont cette culture, ça évoque des montagnes, ça évoque une pureté, ça évoque plein de choses. Et ça a fait frémir un Alzheimerien. C'est pour ça que je la préfère, pour ceux qui ont cette culture-là. Alors, on va essayer d'écouter un petit peu, parce qu'apparemment, ça te fait de l'effet. Non, oui, j'aime toutes les musiques. C'est juste que j'ai pas eu la chair de poule, pas encore. Allez, on écoute un petit peu. Elle est difficile pour provoquer chez elle la chair de poule. Mais c'est joli, c'est très joli. Merci. Vous associez des images? Moi, les images, je les ai en tête. Je laisse à la personne de fabriquer. Je suggère un son, mais l'image, c'est à lui de la construire. Hypersensibilité. J'ai des images qui me viennent en tête. Et c'est fou, c'est vrai que ça rappelle vraiment des moments qu'on a vécu. Enfin, pour moi, ça me fait beaucoup d'effet. Ce que j'écoute là, ça me fait de l'effet et je revois des scènes de mon passé, exactement. Voilà, c'est nostalgique. Et, elle a pu vraiment bien détecter que j'ai utilisé des arpèges pour justement suggérer des images du passé. Et donc, ça rappelle nécessairement l'enfance. Et c'est ce que je veux à travers ces musiques pour l'Alzheimer. J'ai dit des musiques autobiographiques qui rappellent sa propre histoire. Moi, j'ai vu les montagnes du Dur-Jura avec les nuages au lever du matin. C'est ça le titre, c'est Idurar. Voilà. Donc, pour dire que la musique est vraiment universelle. Hein. C'est vraiment, sans lui donner le titre, sans qu'elle comprenne le titre, elle a pu décoder ça. Donc, pour revenir justement à l'Alzheimer, je vous avais dit qu'il y a des études dans ce sens-là. Il y a Hervé Platel et Mathilde Groussard qui ont fait des publications par rapport à des gens ils disent qu'il y a des gens qui ont pratiqué ou qui pratiquent, ils ont moins de risques de développer la maladie d'Alzheimer. Oui, parce qu'au fait, la musique a un effet protecteur sur notre cerveau. C'est comme, moi je qualifie ça comme de l'aspégique pour des problèmes cardiovasculaires. Ça protège un petit peu. Parce que la musique, elle a une robustesse neuronale, parce que la musique, elle va faire vraiment clignoter beaucoup de régions dans notre cerveau. On parlait tout à l'heure de la ballerine, la danseuse étoile qui avait Alzheimer dans son fauteuil et puis qui écoutait le Lac des Cygnes de Tchaïkovski et qui reproduisait la chorégraphie. C'est pour vous dire la puissance immanente de la musique dans notre cerveau. Donc c'est important d'avoir
cette playlist, je le redis, c'est important, dopaminergique, qui nous fait le frisson. Parce que demain, on n'est pas bien, on a un souci, peut-être la musique, elle va nous rebooster. Tout à fait. Très bien. Et on continue de parler de musique dans Pêle-mêle avec Samira Hadjamar qui nous parle d'un artiste algérien. Aujourd'hui, de ta rubrique, tu nous parles De Allah. Voilà. On peut montrer ça. Oui. J'ai donné des photos en régie à Farida. Il y a aussi la musique. Moi, j'aimerais bien qu'on l'écoute, puisqu'on a écouté de la musique depuis tout à l'heure. Si on peut déjà l'écouter pour faire connaissance pour les gens qui ne le connaissent pas. Sinon, Allah, qu'est-ce qu'on peut dire? J'avais repris, alors, qu'est-ce qu'il dit? La phrase, si on veut, favorite ou qui le définit, et c'est lui qui le dit, tout ce qui me fait mal ressort. Il exulte tout ce qu'il reconnaît. Et alors, pour le présenter, ceci n'est pas Allah, ceci est Idorar. Idorar, exactement. Voilà, pour ne pas se tromper, Allah a 78 ans aujourd'hui, il vit en France, il est né le 15 juin 1946 à Béchar. Il y a passé une partie de sa vie, pas la plus longue. Ça fait 22 ans qu'il ne s'est pas produit. Ça fait 22 ans qu'il ne s'est pas produit en Algérie. Ça fait 22 ans qu'il n'a pas produit un album et nous le regrettons. Et nous espérons que même s'il a 78 ans, qu'il fasse un geste et qu'il produise un album. Qui est Allah. Allah a inventé le Fundou. Le Fundou, vous connaissez l'origine, docteur? Non. Fundou, c'est tout simplement que le papa Allah, quand Allah était jeune, il voyait son père partir à la mine. Il travaillait dans les mines de charbon de Knetsa. Le père ne parlait pas bien sûr le français. Il prononçait pour le fond du trou. Il disait fond de. Et donc c'est resté. Allah s'en est imprégné. Allah, c'est quelqu'un, comment on va dire, de mystique. C'est de la musique. C'est pour ça que j'aimerais qu'on l'écoute. Pourquoi vous ne voulez pas passer la musique? Ça va venir, t'inquiète. Voilà. Donc, juste, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas produit beaucoup. Il a fait plusieurs albums, c'est vrai. Mais ce qu'il a produit, on va dire, est intemporel. Il est inscrit à jamais dans l'universalité, dans une dimension qui n'existe pas. Il a inventé un style propre à lui, propre à la région, parce que c'est les Knetsa, parce que c'est Béchar, c'est là où il a appris. Il l'a appris par l'improvisation, ce qui fait on va dire son talent, ce qui le fait lui, c'est l'improvisation. Allah ne se rappelle jamais du morceau qu'il a joué la veille. C'est de la pure improvisation. Il utilise un instrument, il est important, c'est le luth, c'est l'instrument de Ziryab. Ziryab, c'est celui qui a transporté la musique dans le monde. Et c'est celui qui a inspiré aussi Allah. Allah joue à un quart de temps. Il est le seul, il a même dépassé le quart de temps. On l'écoute? On va écouter. Un peu, oui, t'as vu, je suis pressée. Lui, par contre, me donne la chair de poule. Lui, par contre, il a des tonalités que n'importe qui, surtout lorsqu'on est dans le désert. Mais surtout, alors qu'est-ce qu'il dit? Comment il l'a défini, lui? Parce qu'il est arrivé, qu'il a défini sa musique, c'est que elle est faite pour les gens qui sont tristes et elle est faite aussi pour les gens qui sont joyeux. On peut l'écouter à tout moment, en fait. Artiste qui s'appelle, que tout le monde, ou que vous connaissez certainement, qui s'appelle Mounir Béchir et qui a répandu un jour, voilà, vous le connaissez. Non, j'utilise même, c'est Maqam. Ouais. Voilà, c'est Maqam. Et qui un jour, répondant à des journalistes algériens, leur a dit, mais vous avez chez vous en Algérie
un être exceptionnel, un artiste exceptionnel dont le jeu échappe au schéma de la musique arabe. Allah a changé toutes, on va dire, les règles. Oui, et il a un peu révolutionné le maqam. Le maqam, c'est le parce maqam. que là, on peut en parler justement du maqam et des improvisations. Parce que c'est quoi un maqam? Un maqam, c'est une forme d'improvisation sur un canevas et des intervalles bien déterminés. Vous avez maqam hijaz, vous avez bayati, vous avez plein de maqams. Et pourquoi c'est pas la même musique qui joue? Parce qu'il y a beaucoup de formes d'improvisation. C'est pour ça qu'il ne peut pas rejouer la même chose. Mais c'est ça, au fait, le principe du maqam. Et ces histoires-là d'éthos des modes du maqam, c'est-à-dire de l'affect de maqam, ça a été décrit déjà au 8e siècle par Al-Farabi. Al-Farabi a écrit un livre fondateur. Lui et El-Kindi sont des précurseurs en musicothérapie. El-Kindi s'est inspiré de Pythagore, des tempéraments, le haut de chaque tempérament, chaque corde est lié à ça. Et Al-Farabi a écrit un livre qui a révolutionné la musicothérapie, c'est Kitab al-Musiqa al-Kabir. Pour lui, chaque exemple, j'ai la chair de poule. Chaque maqam, il y a un tempérament et un affect qui correspond au maqam. D'accord? Et dans ce sens que dans son Kitab al-Musiqa al-Kabir, le grand livre de la musique, il dit que la musique, elle suscite des idées, elle donne naissance à des images, et donc c'est un mouvement de pensée intéressant qu'on utilise actuellement en musicothérapie. Donc par exemple, lui, Al-Farabi a ce pouvoir de la musique quand il est en face d'une assistance. Il vous dit dans son livre, et qui a été commenté par le duc d'Erlanger de Tunis, il a dit que quand Al-Farabi est en face d'un auditoire, ces maqams peuvent faire rire l'auditoire, les endormir ou les faire pleurer. Et après vérification, j'ai pris des maqams, je les ai écoutés. Et effectivement, il y a un maqam qu'on appelle le buzurg. Quand on l'écoute, c'est vraiment un sentiment de tristesse qui vient s'abattre chez nous. Et quand vous écoutez, je l'ai enregistré, le maqam Isfahan, l'Isfahan, ça stimule l'intellect, ça stimule la mémoire. Ça peut être l'équivalent pour notre culture ou pour la culture des gens qui ont ce maqam-là, c'est-à-dire ils sont habitués à les écouter, ça stimule la mémoire. Ça peut être utilisé par exemple dans la maladie d'Alzheimer. Et donc le Moyen-Âge musulman a apporté beaucoup à la musicothérapie, ce qui n'est pas rapporté forcément dans les ouvrages des Occidentaux. Et puis il faut savoir aussi, en 1448, le sultan de Bayezid II a construit à Edirne, en Turquie, un hôpital qui s'appelle Dar Shifa, où une aile était réservée exclusivement à la musicothérapie. Alors, il faisait écouter différents maqams, et la nouveauté à l'époque, déjà au XVe siècle, c'est qu'il faisait ça avec le son, le ruissellement d'eau de la fontaine, et avec des chants d'oiseaux. Et actuellement, tous les protocoles de musicothérapie de relaxation, vous écoutez le son des vagues, de la mer. Donc, ça existait déjà, ça fait très longtemps. Et tous les sons sont dans la nature. Et tous les grands musiciens de ce monde se sont inspirés de la peinture. Tout à fait. C'est une imitation. C'est valable pour la peinture aussi, puisque... Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Voilà, juste pour rappeler que le parcours de Hala quand il était petit, il a commencé par être... il n'a pas fait de grandes études, il s'est arrêté à l'âge de 15 ans, il a été électricien, ensuite boulanger, ensuite il a créé un magasin de meubles. Et à l'âge de 14 ans, entre-temps, il crée son instrument de musique à partir des freins d'un vélo, d'un manche en bois, d'un bidoun. Et bidoun compte, puisqu'il a dans son album dédié une musique à bidoun. Donc bidoun, un seau, ou je ne sais pas comment on pourrait ça l'appeler. Ça ne me rappelle rien du tout. Voilà. Moi, ça me rappelle vraiment les précurseurs du blues. Oui, absolument. C'est des gens qui n'ont pas particulièrement fait d'études musicales et qui ont révolutionné le blues. Et c'était comme ça, par des bidons d'essence et puis des fils de nylon qui ont fait leur première guitare. Là, c'est pour vous dire qu'on n'a pas besoin parfois de faire des études académiques pour être un brillant instrumentiste. Peut-être rappeler que les plus grands artistes, musiciens algériens ont développé de la musique pendant qu'on était colonisés et même avant d'ailleurs, avec l'oreille, simplement avec l'oreille. Il n'y avait pas d'école. Il y a des prédispositions, il y a un pré-câblage, il y a une affinité, c'est-à-dire que ces gens-là, à l'écoute, et ils avaient ce qu'on appelle
Sans avoir étudié l'oreille musicale, sans avoir étudié voilà, le solfège. peut-être qu'ils avaient l'oreille absolue, mais ils n'étaient pas conscients que ça. C'est-à-dire que s'ils avaient étudié le solfège, ça aurait été des Igarbouchen, ça aurait été des Mozart. Voilà. Des génies. Ouais. Voilà, donc pour revenir à Allah, ce n'est qu'en 72 qu'il a réussi à acheter son propre instrument, un luth. Il a commencé, on va dire, à développer, à diversifier ses variantes. Il a appris dans le désert, il a appris à Béchar, il a appris avec ses copains de quartier. Il s'est ensuite produit dans sa région. Et puis en 2001, il s'est produit en France à l'occasion d'un événement et il n'est plus revenu d'ailleurs depuis. Il s'est installé en France. Entre deux, dans les années 90, il a édité plusieurs albums à partir de 92, 94, 96. Et puis 2002, c'est l'année où il sort son dernier, après que les gens aient insisté. Il sort un album, il l'appelle Zahra. Zahra, c'est sa mère. C'est à elle qu'il dédie sa dernière musique. Et depuis, on l'écoute sur YouTube et sur les CD qu'on a achetés à l'époque. Et on aimerait beaucoup... Alors, le ministère de la Culture, en 2020, je crois, a instauré un prix à Béchar, le prix Allah, pour sa musique, pour la musique de la région. Bon, en fait, Allah est rentré dans une autre dimension, une dimension universelle. C'est une école, et ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une école et que ce prix ait lieu, parce qu'il n'a pas eu encore lieu, qu'il soit réellement décerné à tous les jeunes artistes de la région, ou même sur le plan national, et pourquoi pas international, puisqu'il a été repris par une indienne, par exemple Pipa. Sa musique est reprise, elle a été reprise en Allemagne aussi, puisque ça a été utilisé dans des milieux hospitaliers pour t'avouer qu'aujourd'hui, pour Allah, voilà, pour la découverte Abdelaziz Abdallah, de son vrai nom, en fait. Voilà. Très bien, qu'on retrouvera sur les plateformes, partout. Oui, voilà, en espérant qu'il revienne à Alger, qu'il nous chante une dernière scène. Inch'Allah. Pour l'hommage. Docteur Mouloud Onouren, merci pour votre participation, merci pour toutes les informations que vous nous avez données. Alors, je rappelle, vous êtes neurochirurgien, musicien, pianiste, compositeur et auteur de plusieurs livres sur la musique, dont le dernier, La musique autrement, de la note à la thérapie. Toujours en vente, on peut le trouver? Oui, il est disponible, tout à fait. Voilà. Disponible à Alger. C'est édité à Dar el-Kitab, peut-être. Dar el-Khatab, oui. C'est édité à Dar el-Khatab de Boudoir. Voilà, on le voit en image. Voilà. Merci pour votre participation. Est-ce qu'on peut commencer un instrument à n'importe quel âge? Oui, tout à fait. On peut commencer à écouter, on peut commencer à pratiquer à n'importe quel âge. Justement, il faut bannir les idées reçues comme quoi le cerveau s'arrête à un moment donné. Je vous avais parlé du processus d'apprentissage qu'on appelle potentialisation à long terme. C'est un processus qui survient à tout moment. Je me rappelle quand je donnais des cours de piano, j'avais une élève à 60 ans qui jouait et qui a commencé et qui a très bien évolué. Ça marche. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, apprenez un instrument, ça vous fera plaisir et ça vous fera du bien pour votre corps, votre cerveau et pour ceux qui vous entourent, qui vont vous écouter. Sinon, bonne journée et puis à demain en direct toujours sur Canal Algérie à partir de 10h30. Au revoir. Écoutez Allah. Voilà.